Bonjour tout le monde, bon matin ou bonsoir, tout dépendant que vous nous regardez du Québec ou de l'Europe. Alors, je me présente, Mélissa, je vais être votre animatrice ce matin. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Migraine Québec. Donc, si vous connaissez peu ou pas Migraine Québec, c'est un organisme qui a pour mission d'offrir du soutien et de l'information à l'échelle du Québec, mais aussi de la francophonie de plus en plus pour les personnes qui vivent avec la migraine ou les céphalées, ainsi qu'à leurs proches pour les aider à mieux vivre avec leurs conditions et briser leur isolement. Donc, dans ce cadre-là, ce matin, nous vous offrons ce webinaire sur les céphalées et le jeûne. Et je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire avant que je vous présente Dr. Mouana. Le webinaire va être en plus ou moins de 4 sections. Donc, on va commencer par parler de la migraine en général, ensuite des changements des habitudes, des céphalées du jeûne et finalement la portion plus sur les céphalées spécifiquement liées avec la période du Ramadan. Donc, avant la portion spécifique sur le Ramadan, on va avoir une petite période de questions. Voilà pour le déroulement. Je vous présente Dr. Mouana, qui est neurologue algologue, donc spécialiste de la douleur chronique et des céphalées, spécialisée à l'unité céphalée du département de la douleur au CHU Lariboisière à Paris. Le docteur Mouana est titulaire de diplômes en neurologie, en céphalée migraine et en algologie interventionnelle, ainsi qu'en évaluation et de traitement de la douleur. Il possède plus de 20 ans d'expertise en évaluation, diagnostic et traitement des céphalées, de la migraine et du syndrome de la douleur chronique. Il est également directeur de la Headache and Chronic Pain Clinic. Toute une bio. Bonjour, docteur Moana. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour pour vous et bonsoir pour moi à Paris. Oui, effectivement. Merci de nous dédier une heure de votre soirée. Merci pour Migraine Québec, hein. Déjà, c'est bien car vous avez une société qui est qui accompagne vraiment le patient. Et déjà, vous avez commencé vous-même par l'introduction de quoi que quand le patient est malade, quand la personne présente une maladie migraineuse, certainement elle-même, elle est en souffrance. Mais la question se pose, comment gérer la migraine chez cette personne et sur, avec l'entourage. Donc, si on prend un exemple pour commencer dans le sujet, tout le monde le sait, c'est des migraineux apparemment aujourd'hui. Quand vous avez une migraine, par exemple, où vous avez des responsabilités, hein, vous dormez mal, le lendemain, vous réveillez avec une petite anxiété, une fatigue, vous allez au travail, vous avez des obligations fonctionnelles, vous vous sentez impuissante d'accomplir toutes vos tâches quotidiennes, vous rentrez le soir, vous avez des tâches à la maison et de rentrer dans un cercle vicieux. Si on démarre notre conférence aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'évaluation, parce que tout à l'heure vous avez parlé de ce qu'on appelle la capacité d'évaluation et traitement de la douleur, avant de traiter une migraine, avant de traiter une céphalée, on doit traiter ou prendre en charge une personne, le patient lui-même, l'humain, l'être humain. Et si on veut prendre en charge l'être humain, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une évaluation. En migraine particulièrement, qu'est-ce qu'on fait tous? On évalue la fréquence des crises, ça tout le monde le sait, l'intensité des crises, la durée des crises et le profil de patient. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on va parler un peu du traitement en général, la gestion du céphalée du jeûne en particulier et à la fin du ramadan. L'objectif, c'est, quand on évalue un patient, c'est de voir quelle stratégie thérapeutique lui rendre. Exemple, si vous avez un patient qui est une femme de 35 ans, elle a un petit surpoids, elle a tendance à faire des hypotensions prostatiques. Okay? Elle fait des migraines fréquentes. Si on donne un traitement qui risque de prendre du poids, mais il est efficace, ça ne sert à rien. Et sinon, on a un traitement qui est efficace et qui ne change pas le poids, mais il donne des effets secondaires, ça ne sert à rien. Donc, l'évaluation du patient. Alors, est-ce que la première question, Mélissa, pour vous, est-ce que vous-même, vous êtes migraineuse? Oui, moi-même, je suis migraineuse depuis l'âge de 18 ans, puis migraineuse chronique depuis 2014 déjà. Très bien. Donc, voilà, si on commence par ça, Mélissa,
Ça veut dire, vous-même, si vous participez à cette conférence, ou vous cherchez à animer cette conférence, car vous comprenez vous-même c'est quoi une migraine, c'est quoi un mal de tête, et quels sont les retentissements sur votre vie quotidienne. Donc, votre profil, vous avez un engagement d'aider les autres. Oui, Ce qu'on va essayer aujourd'hui ensemble, c'est de partager chacun son expérience et je vous donne quelques orientations pour la vie quotidienne et pour la migraine. Comme vous le savez, la migraine, elle est définie par l'Association internationale de mal de tête. Il s'agit souvent des migraines primaires, donc céphalée de tension musculaire, migraines soit épisodiques ou chroniques, ce qu'on appelle les cluster headaches ou les névralgies trigémonovasculaires, mais c'est autre chose, c'est très rare. Et surtout, ce qui nous intéresse, qui rentre directement dans le sujet, c'est la migraine chronique ou la céphalée de tension ou la céphalée chronique quotidienne avec abus dentalgique. Et ce par-là, quand on parle tout à l'heure du céphalée du jeûne, par exemple, le sevrage médicamenteux devant un patient qui prend beaucoup d'antalgiques, c'est le premier objectif. Et comme vous le savez, comme nos participants ou spectateurs le sachent, toute personne qui consomme plus que 15 comprimés d'antalgiques par mois, sur 3 mois successifs, elle rentre dans le cadre ou dans la définition du céphalée chronique quotidienne avec un abus d'antalgique. Quand on parle de la migraine, certainement l'intensité nous intéresse de la traiter. Elle est en général entre légère à modérée. La durée est importante, entre 4 heures et 72 heures, mais à mon sens personnel, l'objectif principal, c'est de baisser la fréquence des crises. Et surtout total, en fait, je me rappelle qu'il y a quelques jours, le docteur Elisabeth Leroux a parlé d'un nouveau traitement, les nouveaux traitements, ce qu'on appelle les anti-CGRP, qui rentrent dans le cadre d'une prise en charge des migraines, surtout chroniques et épisodiques à haute fréquence, mais qui sont sans effet secondaire. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours de mettre un traitement efficace avec le minimum d'effets secondaires. Et, et surtout, quand on parle des migraines, et comme les participants sachent, que dans l'évaluation de la migraine, il y a de connaître ou de pouvoir connaître les facteurs déclenchants. C'est pour ça que dans votre site, et je crois dans votre société Migraine Québec, toujours vous essayez de fournir aux patients un carnet agenda de migraine. Toujours. Donc, évaluation principale, à mon sens, après mon expérience, c'est le sommeil. Le sommeil. Un bon sommeil en général baisse la fréquence des crises. Un mauvais sommeil, on parle de 3 types de mauvais sommeil. Le trouble de l'endormissement, ça veut dire la personne a du mal à s'endormir. Les réveils nocturnes, la personne se lève la nuit, plusieurs fois, ou des micro-réveils, ou ce qu'on appelle l'éveil précoce. C'est un signe indirect, même direct, d'une dépression. Un sommeil évalué correctement et traité correctement, certainement baisse la fréquence des crises. Ça veut dire baisse l'intensité de l'influence de la crise sur la personne. Okay. Alors, pour vous, par exemple, Mélissa, pour échanger un peu et pour mettre les choses un peu plus claires pour les participants, est-ce que vous croyez, je vous pose la question, pourquoi, par exemple, quelques patients, ils nous disent, docteur Moana, en général, quand je pars en vacances, par exemple, je pars en vacances, pourquoi en vacances, je ne suis pas stressé, je mange bien, je dors bien, mais j'ai beaucoup de migraines. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélissa, de ça? Mais moi, ça me fait penser aux fameuses migraines de la fin de semaine, là. Tu sais, quand on change un petit peu nos Absolument. habitudes, là. Mhm. Effectivement, mais tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais la base fondamentale de compréhension du migraine,
c'est les changements des habitudes. Vous avez l'habitude de prendre votre café dans la semaine à 8 heures du matin. Si vous prenez votre café à 7 heures du matin ou le week-end à 8h30 à 9 heures, cela déclenche les migraines. Vous avez l'habitude de se lever avec vos enfants la semaine pour aller à l'école à 7 heures du matin. Le week-end, vous faites la grande sieste, la migraine se déclenche. Vous avez l'habitude de faire une sieste dans l'après-midi, le week-end ou un jour ou en vacances. Vous ne faites pas la sieste, la migraine déclenche. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit, on a dit que l'importance des relations entre le patient, le médecin et l'entourage. Et si on fait l'évaluation de tout ça, souvent en 60% des cas, nous n'avons plus besoin d'un traitement de fond si on comprend le profil de patient ou on l'aide à comprendre le profil de son profil, on baisse la possibilité ou le besoin d'un traitement préventif. Ça veut dire une migraine peu fréquente, elle passe à une migraine très une fois ou deux fois par mois. Une migraine fréquente, elle passe à une migraine peu fréquente. Et pourquoi pas une migraine chronique passe à une migraine peu fréquente. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, c'est clair. C'est sûr que moi, comme qui vis avec la migraine chronique depuis bientôt, depuis 9 ans, je vous écoute, puis je suis comme, oui, moi aussi, c'est ça mon objectif de diminuer l'intensité et la fréquence, puis on a vraiment essayé beaucoup de choses, puis ça fonctionne pas, donc c'est comme, j'aimerais ça, Oui, j'envie ces profils-là, en fait. oui, mais j'insiste à cela. Si on veut parler de ce que vous dites, Mélissa, dans le cadre de notre sujet aujourd'hui, ok. Mais imaginez, par exemple, une fois, j'avais un patient qui m'a posé les questions. Il avait une migraine chronique. Ça veut dire que cette personne, elle souffrait d'un mal de tête quasi tous les jours. Et il m'a posé la question intelligente et je la trouve intéressante. Mais monsieur Moana, j'ai tout le temps mal à la tête. Mais par quel moyen vous pouvez me dire que je n'ai pas, par exemple, une nouvelle sinusite ou un glaucome ou un problème aux yeux? Mais si j'ai tout le temps mal à la tête, comment on peut savoir que la personne elle-même, elle a un autre type de mal de tête qui est sous-jacent, qui est caché, qui est dangereux? Car la migraine chronique, vous avez tout le temps mal à la tête. Mais si la personne présente par hasard un problème aux yeux douloureux, et au même endroit, par exemple, là, le message aujourd'hui important pour les spectateurs, et c'est un message fondamental, tout mal de tête inhabituel pour le patient, surtout par la caractéristique, ni par l'intensité, ni par la durée. La caractéristique, car chaque patient connaît son mal de tête. Tout mal de tête inhabituel, il doit être considéré comme une céphalie secondaire ou urgente jusqu'à preuve du contraire. Un. Deux, tout mal de tête qui ne répond pas d'une façon habituelle au traitement habituel est considéré comme un mal de tête secondaire à voir le médecin. Et c'est pour ça, dans ce cadre-là aussi, dès que le patient sent que s'il consomme beaucoup de médicaments, à un moment donné, tout le monde le connaît, vous, au début, vous sentez une sensibilité aux antalgiques, au paracétamol. Au bout de 3-4 mois, il n'y a plus de réponse. Vous passez aux anti-inflammatoires. Plus de réponse. Vous passez au triptan. Et on sait très bien que le récepteur des triptans, au bout de 6 mois, est saturé. On est obligé de changer le traitement, le triptan. Ça veut dire, dans le cadre où vous sentez que votre mal de tête ne répond plus au traitement habituel, il faut consulter certainement pour répondre à la première réflexion de ce de webinaire pour éviter le passage
d'un mal de tête chronique, fréquent à un mal de tête chronique avec un abus dentalgique. Et je reviens sur l'abus dentalgique, ça aussi c'est la base fondamentale de la chronicité de tout mal de tête. Exemple, Mélissa. Je crois on va passer à la céphalie du jeune. Exemple, Mélissa. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai une migraine chronique. Je suis d'accord. Mais une migraine chronique pure n'existe pas. Pourquoi? La définition d'une migraine chronique, c'est 8 jours par mois de caractéristiques migraineuses, ça veut dire mal de tête pulsatile, hémicrânien, durée de 4 heures à 72 heures, nausées, photophobie et phonophobie. Mais en plus de ça, certainement les patients présentent un autre type de mal de tête qui est d'origine cervicale et pourquoi pas d'origine bruxisme qui serre les dents ou cervicale haut ou bas. Et en général, les personnes qui sont limite borderline des abus dentalgiques, ils ont un trouble de sommeil, il y a une anxiété sous-jacente, ils prennent du Xanax par exemple, ils prennent des anxiolytiques, et ça, si on arrive à l'éviter, on passe. C'est là le rôle de Migraine Québec, je crois aussi, c'est très bien. Comment éviter les complications, parfois irréversibles, d'une mal prise en charge ou d'une prise en charge pas adéquate d'un mal de tête. Et c'est ça l'objectif de notre conférence aujourd'hui pour le céphalée du jeûne et pour le ramadan. Comment les gens peuvent passer au ramadan avec une facilité. Et de ce cadre-là, je parle. Si on veut parler du céphalée du jeûne en titre, et c'est quoi le céphalée du jeûne? Le céphalée du jeûne peut être, par exemple, quelqu'un qui part en vacances. Quelqu'un qui part en vacances, il sort le matin, il fait une hiking ou il marche et rentre le soir. Mais il a jeûné, la personne a jeûné. Il y a une céphalée du jeûne qui est liée à des indications médicales pour maigrir, par exemple, ou pour un problème de santé particulier, ou sur l'indication ou les conseils d'un médecin. Il y a les céphalées du jeûne parfois exemple, par oubli, exemple, un chirurgien qui passe au bloc opératoire à 8 heures du matin, 8 heures du matin, exemple. Mais il rentre dans le bloc opératoire et d'un coup, il a des complications opératoires. Mais il est obligé de rester 2-3 heures de plus au bloc. Mais c'est une céphalée du jeûne. C'est une privation de manger, privation de boire, privation de prendre son café comme d'habitude, privation de prendre ses cigarettes, privation ou rupture de marcher, de changer des habitudes. Une femme qui va, par exemple, à l'école avec ses enfants et une réunion de famille à l'école prévue à 8h30. OK? Mais elle va à l'école, le directeur est en retard, la réunion se remet à 10 heures, et là, on rentre dans le cadre du céphalée du jeûne, mais à courte durée. À courte durée. Et il y a des personnes eux-mêmes qui font parfois ce qu'on appelle actuellement, c'est la mode en Europe, aux États-Unis, au Canada, les cures des désintoxications, soit complètes, soit pas complètes. Même si on boit de l'eau, on peut déclencher des migraines du jeûne. Oui, donc dans le fond, si je comprends bien, le jeûne, dans la façon dont vous l'entendez, c'est tout changement d'habitude, comme vous parlez de la cigarette, donc c'est vraiment tout ce qui impose un genre de sevrage, donc la nourriture, mais changement d'habitude en général, là, qui rentre dans cette catégorie-là. Oui. Mais voyez, Mélissa, le mot sevrage. Je vous explique la différence, et aux spectateurs aussi, bien sûr. La différence quand on parle de sevrage et changement d'habitude. Quand on parle d'un sevrage, Mélissa, ça veut dire que nous avons quelque chose qui est pathologique, qui est secondaire, qui se rajoute, qui n'est pas habituel à la personne. Par exemple, sevrage, si vous prenez 4 tasses de café ou 5 tasses de café par jour, là, c'est un dosage qui est hors norme, hors optimal.
on a parlé de céphalée chronique quotidienne avec abus dentalgique. C'est un sevrage de quelque chose qui est supplémentaire. Or, quand on parle du céphalée du jeûne, parfois, et le déclenchement des migraines, c'est tout simplement le changement des habitudes de la vie quotidienne aussi. C'est autre chose. C'est autre chose. Et comme vous le savez aussi, quand la personne rentre dans le cadre de céphalée chronique quotidienne avec abus dentalgique, parfois elle a besoin d'une admission à l'hôpital pour faire le sevrage avant de baisser la fréquence des crises. Et donc, comment on peut faire pour faciliter justement ces changements-là, ces jeûnes-là, si on doit ou si on veut le faire OK, pour limiter les crises? OK. Donc là, on passe un peu plus de précision. Hein. La céphalée du jeûne, comme on a dit, elle est liée au changement des habitudes alimentaires, etc. Parce qu'on parle de jeûne, surtout alimentaire. Alimentaire, surtout alimentaire. Et comme vous le savez aussi que l'hypoglycémie en général, ça veut dire la baisse du sucre dans le sang, provoque des migraines. Ça, c'est classique. C'est classique. Donc, pour comprendre la céphalée du jeûne, à part les habitudes, les, le phénomène de déshydratation est en premier plan, ce n'est pas le phénomène de nourriture, qu'on soit clair. C'est le phénomène de déshydratation. Ça veut dire quand la personne ne boit pas d'eau pendant 3-4 heures ou pendant 6 heures ou pendant 8 heures, cela ne pourra que certainement déclencher des céphalées du jeûne. Alors, certainement la nourriture aussi, mais elle vient en second plan ou seconde cause. Après, l'essentiel dans tout ça, c'est quoi? Si on a compris ce qu'on a dit aujourd'hui, et si vraiment on veut s'adapter à la céphalie du jeûne, c'est comment préparer notre jour de jeûne ou notre semaine de jeûne ou notre mois du jeûne. Ça veut dire le mois de Ramadan. Comme d'habitude, comme on parle du changement des habitudes, il faut aussi changer ce changement des habitudes d'une façon progressive. Ça veut dire, si vous voulez partir en vacances et vous avez un projet, je sais pas, sportif, etc., bah, préparez-vous une semaine, 2 semaines, de se lever, de changer l'habitude de comment vous réveillez. Est-ce que c'est clair en général pour la symphonie du jeûne maintenant? Oui, donc juste pour résumer, si je comprends bien, alors l'idéal, c'est de préparer un peu ces périodes de jeûne-là en tranquillement changeant nos habitudes au lieu que ça fasse un gros saut puis que là, le corps ne s'y adapte pas, Absolument, là. absolument. Puis C'est est-ce un que principe. oh, Allez-y, allez, pardon. pardon. Non, j'avais une Allez-y, autre allez. question. Est-ce que le jeûne, parce qu'il y a il y a une grande popularité, comme vous disiez, là, tu sais, le jeûne intermittent, on entend beaucoup ça en ce moment. Est-ce que, à l'inverse, il y a quelque chose de favorable par rapport à la migraine? Est-ce qu'il y a des recherches qui se font dans ce sens-là ou c'est pas quelque chose, Des, est-ce qu'il y a des recherches qui se font dans ce sens-là? Est-ce que c'est favorable des périodes de jeûne avec la migraine pour la migraine ou pas oui. nécessairement dans cette Euh, optique-là? alors, très, très, très bonne question. Très bonne question. Et là, par cette question, Mélissa, je vais passer de céphalie du jeûne un peu vers la céphalie du ramadan. C'est très intéressant. Si euh, tout à l'heure, vous avez parlé de sevrage, ok. Et nous avons dit initialement, le principe de prise en charge d'une douleur, c'est d'éviter la consommation abusive des antalgiques, réinsertion sociale et à la fin traiter la douleur. Ok. Effectivement, si la personne rentre dans le phénomène du jeûne ou du ramadan de façon correcte, ok, certainement, après le ramadan ou après cette période de jeûne, ça dépend des personnes, certainement, il aura un nouveau profil avec nouvelles modifications ou nouveau profil des habitudes, ce qui lui permet de ne pas revenir vers l'arrière. Ça veut dire, ça permet à la personne lui-même ou au patient lui-même de remoduler son profil avec la migraine
pour qu'elle soit plus tolérée. Et tout ça, c'est comment? C'est, l'objectif, c'est toujours avec cela d'augmenter le seuil douloureux, le seuil céphalalgique. Exemple, vous avez des femmes, et on parlait aussi, que leur cycle menstruel va tomber de le ramadan, par exemple. Ça arrive, ça arrive. Pourquoi une personne déclenche de mal de tête, une autre non? Même si le même âge, le même profil. Car les facteurs qui sont là, chez la première personne qui ne déclenche pas de mal de tête, ils augmentent les facteurs, mais ils restent au-dessous du seuil déclenchant des migraines. Or, l'autre personne, elle a quasi les mêmes facteurs, mais le seuil est plus bas, elle déclenche des migraines. Tout ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, Mélissa, avec nos spectateurs, c'est d'essayer ensemble, par la préparation, par la compréhension, par la gestion, d'augmenter le seuil douloureux pour que la personne ne soit plus en état de souffrance. Parfois, ce suffit aujourd'hui, à mon sens, une fois qu'on a parlé, par exemple, de troubles de sommeil, j'en suis certain que 30% de nos chers spectateurs, quand ils vont partir en vacances, et je l'espère, ils vont préparer les vacances et l'évolution de leur migraine pendant les vacances. Et ils vont passer certainement des vacances plus apaisibles. Vous dites, dans le fond, qu'il faut préparer la période du Ramadan, mais est-ce qu'il faut aussi préparer pas la sortie du Ramadan, mais puisque là, il y a comme, c'est l'inverse, j'imagine, si on reprend un autre rythme. Oui, Est-ce que les deux côtés sont... certainement, certainement. Je vous dirais. Donc, on va passer au Ramadan. On va ce qu'on appelle, en fait, moi je préfère sur cela. C'est une céphalée, c'est un jeûne, c'est une céphalée du jeûne qui est bien précisée dans la durée quotidienne et dans la durée pendant un mois. On est bien d'accord. C'est ça le Ramadan. On ne boit plus, on ne mange plus du 5h, 6h du matin, je ne sais pas, mais au coucher du soleil. Ça veut dire qu'il y a une privation de tout cela pendant au moins 7-8 heures, au moins. Et pour spécifiquement de céphalée du migraine, de Ramadan, c'est la première semaine la plus lourde. C'est la première semaine où les personnes présentent de mal de tête et 30% des patients arrêtent le Ramadan à cause du mal de tête. On va parler de deux types de patients. Deux types de patients. Les patients migraineux et les patients non migraineux. Donc, pour les patients migraineux, qui déjà connaissent leur migraine, s'ils prennent un traitement préventif, déjà, le premier conseil, c'est s'ils prennent un médicament le matin à 8 heures du matin, une prise ou deux prises par jour, tout simplement, le prise du matin, ils peuvent la prendre à 5 heures du matin avant le début du Ramadan, du jour de jeûne, et le soir. Mais certainement, il faut voir quel médicament et comment le médecin conseille. Deux, tout à l'heure, on a parlé que le docteur Elisabeth Leroux a fait une conférence il y a quelques jours, quelques semaines. Moi, pour beaucoup de patients, actuellement, je préconise le traitement injectable, la nouvelle molécule en subcutané, hein, sans effet secondaire, pour préparer, pour le paradon passe avec ce seuil migraineux très haut. Okay. Après, et, à éviter aussi, il y a pas mal de traitements préventifs qui lui-même provoquent une sécheresse buccale. Comme vous le savez, dans le traitement préventif, il y a en général, c'est les bêta-bloquants ou les bêta-bloqueurs. Il n'y a aucun effet indésirable sur le ramadan, mais le laroxyle ou la mitriptyline ou la clomipramine ou le tofranil, c'est un traitement qui donne une sécheresse buccale. Donc, à demander au médecin de le changer avant la période du ramadan. Ça, c'est du côté médicamenteux. Du côté non médicamenteux, c'est la brutalité d'arrêt des habitudes quotidiennes qui provoque les céphalées du jeûne ou du ramadan. 2 semaines avant, et c'est pour ça que nous avons discuté ensemble de faire cette session aujourd'hui, pour que les personnes, pendant ces 2 semaines,
commencent à se préparer. Ça veut dire, ils peuvent tout simplement de commencer leur jeûne au lieu qu'ils prennent leur petit déjeuner à 8 heures du matin, mais qu'ils le prennent à 10 heures pendant 2 jours. Ensuite, à midi, pendant 2, 3 jours. Ensuite, à 14 heures, pendant 3 jours. Comme ça, il arrive au jour du Ramadan avec une préparation qui quasi garantit la non-apparition de mal de tête spécifique au Ramadan. Pareil pour les habitudes. Commencez à les changer 2 semaines avant le Ramadan. Le sommeil, qui va surtout être perturbé par le Ramadan, le café, les cigarettes et tout ce qu'on a dit dès le début. Donc, c'est une préparation quotidienne. Après, le traitement de crise. Le traitement de crise pour le Ramadan, comme vous le savez, la personne n'a pas le droit de prendre, disons, de boire. Actuellement, ce qu'on fait, et ça c'est voir avec les personnes religieuses, je ne sais pas, souvent on donne de l'oxygène tout simplement pour la crise de migraine. Ce qu'on utilise aussi chez les femmes enceintes. Mélissa, et comme vous le savez, tout à l'heure, vous allez distribuer une brochure de gestion alimentaire et des conseils pour le ramadan spécifique, à éviter de manger tôt le matin des alimentations et de la nourriture qui va provoquer une déshydratation dans la journée. Après, s'ils peuvent aussi que le soir, à l'heure de manger, et comme on a dit que la déshydratation, l'eau, le manque d'eau, c'est le premier facteur, de commencer par boire un verre d'eau ou un verre et demi et attendre un peu avant de manger. Car s'il mange d'emblée, cette rentrée brutale ou rapide de la nourriture, elle-même va provoquer aussi un mal de tête. Mais si on s'hydrate correctement avant de manger et on attend une demi-heure, le risque que ce mal de tête lié au ramadan apparaît baisse vraiment. Et une question d'un participant par rapport justement à la déshydratation. Euh, je vais vous la lire parce que je la comprends pas tout à fait. Donc, je vais vous la lire, ça va être plus simple. Donc, connaissez-vous le protocole de Stanton, où Angela Stanton parle que tous les migraineux ont un cerveau plus actif, beaucoup plus de connexions neuronales, plus sensible à la déshydratation et au débalancement d'électrolytes, et que tous les migraineux seraient résistants à l'insuline et en voie de devenir diabétiques de type 2. Ils sont donc intolérants aux glucides, donc réagissent fortement au glucose qui fait sortir les électrolytes des cellules et cause le débalancement d'électrolytes et déclenche une migraine. Oui, oui. En fait, je vais répondre à cette question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette personne, mais apparemment, elle est scientifique. C'est Bon, pointu! elle a besoin de comprendre. Je vais expliquer de façon très simple, très simple, très simple. Comme vous le savez, que la migraine, c'est une maladie. On est bien d'accord. Ce qu'on appelle, elle n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est une maladie à prédisposition génétique chez les personnes. Ça veut dire, effectivement, nous avons, on va dire, des connexions, nous avons des gènes qui sont très sensibles aux migraines. Okay. Effectivement, toute personne migraineuse, elle est très sensible aux facteurs déclenchants et surtout au manque d'eau. Alors après, électrode du glucoside, ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je dis, que c'est effectivement, les migraineux sont beaucoup plus sensibles au ramadan et aux jeûnes que les non-migraineux. Car vivent leur vie dans une vie déclenchée par des facteurs différents, qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Mais un conseil là tout de suite, si une personne migraineuse et elle veut faire le test, pourquoi pas, avant le ramadan, mais elle peut aussi faire une expérience de faire une journée ou 2 jours de jeûne complet et tester son seuil de migraine. Pourquoi? Parce que si elle est vraiment pas bien, la coupure du jeûne est possible car c'est elle-même, elle est en décision. Or, la
coupure du jeûne pendant le ramadan, elle a besoin d'un aspect religieux. Donc, elle peut faire tout simplement son test de voir est-ce que je suis capable ou je ne suis pas capable. Puis, est-ce que, donc, si j'ai bien compris, donc, au niveau des médicaments de crise pendant les journées de jeûne, donc les gens ne peuvent pas boire d'eau pour les avaler. Vous avez parlé d'oxygène. Est-ce que les triptans, comme en intranasal ou en injection, ça c'est permis ou pas? Je fais pas le Ouais. ramadan, donc je ne sais Là, pas. oui. Moi, je vais répondre de façon générale, car pour cette question précise, il faut un religieux. Je ne sais pas. Moi, je suis scientifique. Donc, déjà, pour la migraine, Mélissa, il y a quoi? Il y a le traitement par os, des comprimés qu'on connaît, et il y a une forme intranasale de triptan, et il y a les formes aussi sublinguales, et il y a les formes suppositoires. Donc, à mon sens, tout ce qui touche, à mon sens, hein, tout ce qui touche la bouche est interdit, mais la forme suppositoire est tout à fait valable. Quasi quasi trois quarts ou non, un quart ou un tiers des anti-inflammatoires, on les trouve en forme suppositoire. On les trouve en forme suppositoire. OK, donc il faudrait Euh, que les gens s'informent, en fait, de leur côté, là. Mais c'est bien une sûr, bien sûr. possibilité qui existe. Mais, mais avec une grande attention. Chez les personnes âgées, déjà à partir de 65 ans, il faut prendre les antalgiques, en fait, les anti-inflammatoires avec prudence, car il y a un phénomène de créatinine et de créatinine. Or, on sait très bien que le phénomène de déshydratation affaiblit les reins, la fonction rénale. Donc, de prendre un anti-inflammatoire suppositoire pendant le ramadan avec précaution et après un conseil médical. J'ai un participant dans le chat qui nous dit que le suppositoire serait permis effectivement durant le jeûne du Ramadan. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un qui est plus Donc, religieux, peut-être. c'est une forme, si l'état rénal, etc., s'il n'y a pas de contre-indication, vous voyez, ça OK. les questions. Je vais revenir parce qu'il y avait une question qui était ouverte par rapport, vous parliez tantôt là, des traitements préventifs par rapport à la migraine qui demandait c'est quoi la molécule. Donc, vous faisiez référence aux anti-CGRP, je pense, hein? Tout à l'heure, quand vous parliez d'injection. Docteur Leroux, Ouais. elle a fait une conférence sur les GEPAN, qui est une autre catégorie là, qui n'est pas encore arrivée, mais les anti-CGRP au Québec, ça fait un petit bout qu'on les a. Je vais juste répondre. En Parfait. général, il y a quoi? Pour le traitement des préventions, il y a quoi? Soit les médicaments standards, soit le Botox, soit les nouvelles molécules, ce qu'on appelle les anti-CGRP, une injection par mois. Il n'y a pas plein. Dans le cadre d'une migraine et le ramadan, soit on a juste le traitement préventif 2 semaines avant. C'est comme une patiente qui veut tomber enceinte, par exemple. On prépare les personnes. On prépare les personnes. On l'éduque. C'est notre rôle. Et c'est le rôle que fait maintenant Migraine Québec. C'est une aide, c'est une préparation, c'est une éducation, c'est une awareness. Effectivement, le Botox, avant le ramadan, comme il a besoin de 2, 3 semaines à agir, ça peut être une solution. Ça, vous le savez. Le Botox, nous avons 37 9 sites qu'on traite pour la migraine depuis des années. Et le nouveau médicament, qu'il existe sur le marché depuis à peu près 5 6 ans, pas plus. Mais ça, le Conseil général aujourd'hui, Jenny, pour moi, je parle en général, je suis à Paris, hein, donc, mais à revenir chacun vers son médecin et lui poser les questions de façon précise pour la faisabilité d'un traitement pour du côté pratique. Et là, si j'ai bien compris, le Ramadan, c'est comme dans 2 semaines environ. Donc, j'imagine que la plupart des gens n'auront pas la chance de peut-être voir leur médecin puis faire ajuster de la médication préventive. Donc là, on va vraiment se diriger plus sur la transformation graduelle des habitudes. C'est ce que je comprends bien, là. C'est ça qui va faire la grande différence. Oui. Vous voyez, Mélissa, aujourd'hui, une heure de conférence, on ne peut pas aborder tout. Mais déjà, si sortent de cette conférence avec une idée, même minime, que nous avons la possibilité de se préparer, d'échanger nos habitudes, et s'il y a une forme particulière du ramadan à gérer, s'ils sortent avec une idée comme ça, c'est génial pour nous.
Ça veut dire que le message est passé. Après, s'il y a d'autres questions, il y a mille façons de trouver des réponses. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'éduquer qu'il y a des possibilités de gestion. Nous sommes là pour vous aider. Migraine Québec peut aider, peut vous renseigner. Vous voyez? Parce que le patient, il a besoin de quoi, le patient? Il a besoin d'être rassuré et accompagné. Et ce qu'on fait aujourd'hui, Mélissa, avec vous, avec Migraine Québec, c'est d'accompagner le patient dans sa souffrance. Il n'est pas seul. On le comprend. On marche avec lui. On cherche des solutions. Ok. C'est l'accompagnement le plus important. Il n'est pas seul. Tout à fait. Puis j'ai deux questions pour vous. Une un peu plus sur la migraine en général, mais l'autre vraiment par rapport, ça, tantôt vous parliez d'hydratation. En fait, c'est notre merci pour la question. Donc, c'est notre savant tantôt là sur les électrolytes. Il propose quelque chose qui voudrait avoir votre avis. De qu'est-ce que vous pensez de boire de l'eau avec un peu de sel pour un meilleur balancement des électrolytes? Est-ce que ça pourrait aider pour l'hydratation à ce moment-là? Oui, mais là, absolument, qu'on soit clair aussi. On parle d'hydratation obligatoire par le ramadan. On ne peut pas boire. Après, s'il n'y a pas de ramadan, tout simplement de boire de l'eau, c'est simple. C'est Non, on n'a pas suffisant. besoin de mettre du sel. On n'est pas dans le cadre des hydratations liées à une diarrhée. Normalement, on gère notre vie. Normalement, là, on est en train de parler de quelque chose qui est une obligation médicale, religieuse, choix personnel, vous voyez, de faire le jeûne. Mais on n'est pas dans un phénomène de déshydrater la personne de façon avec du sel ou ça suffit de boire une bouteille d'eau hein, et la personne est hydratée. Hein. Même pendant Simple. le jeûne du Ramadan, c'est suffisant. On ne peut pas dans le jeûne de Ramadan, on ne peut pas. Non, mais Et je sais avant, que en amont, là. absolument. Et c'est pour ça qu'on a parlé largement, travaillé avec Migraine Québec, avec vous, Mélissa, et les autres. Cette brochure que vous allez fournir aujourd'hui aux participants est très importante. Elle donne une astuce, elle donne des conseils bien précis, elle donne des indicateurs ou des indications pratiques, utiles, fructueuses. Même on a parlé avec vous, le choix de quelle molécule donne de la soif dans la journée. On est rentré en détail avec cette brochure. Et tout simplement, si nos participants prennent cette brochure et la mettent sur le frigo chez eux, mais tout le monde va comprendre. Est-ce que je peux vous poser une question plus sur la prise de triptan davantage que le jeûne? Quelqu'un demande si la prise de triptan sur une longue période, donc plus de 8 par mois, je ne sais pas c'est quoi la question exactement. Est-ce que ça peut avoir des effets secondaires? Vous parliez de céphalée de rebond puis tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires quand il y a un abus médicamenteux? Je vais vous répondre de façon générale, mais très précise. Quelle est la différence entre le paracétamol et le triptan? Le paracétamol, par exemple, c'est un médicament qui baisse tout simplement la douleur. Ok. Alors, c'est quoi un triptan? De façon pratique, de façon simple. Comme vous le savez que l'aspect du migraine, c'est un aspect pulsatile. Ça veut dire que la personne sent comme le battement du cœur dans la tête. On est bien d'accord. C'est pulsatile. Dans la tête, dans le cerveau ne fait pas mal. Vous avez les nerfs méningés qui sont là et vous avez l'artère méningée qui est là. Quand la migraine se déclenche, quand les facteurs déclenchent la migraine, cette artère commence à se dilater. Et quand on commence à s'approcher de l'artère des nerfs méningés, c'est là que la personne commence à sentir la douleur. OK? Qu'est-ce qu'ils font les triptans? Et c'est pour ça qu'on dit avec les triptans, il faut les prendre au début de la crise céphalalgique, pas après. Ça veut dire quand l'artère commence à peine à se dilater, le triptan vient pour arrêter cette dilatation. Or, si vous prenez le triptan trois quarts d'heure après, avec un certain moment, elle n'arrive plus à se remettre à sa place. D'accord? Voilà le phénomène du triptan en principe. Après, les triptans, comme on a dit, vous prenez un triptan, au bout de trois quatre mois, vous êtes obligé de le changer, car il y a la saturation des récepteurs. Mais est-ce qu'il y a un effet indésirable des triptans à long terme? Je ne crois pas.
Pourquoi? Parce que c'est un vasoconstricteur sélectif pour le cerveau, pas pour le cœur. Et les gens qui prennent le triptan, ils savent que pendant 30 secondes, ils peuvent avoir une oppression thoracique, une bouffée de chaleur, car il n'est pas 100% spécifique pour le cerveau. Il y a quelques récepteurs au niveau du cœur qui se contractent, mais sans effet secondaire. Après, il y a quelques contre-indications pour les triptans. Par exemple, quelqu'un qui a un problème des artères des artères du cœur, ou quelqu'un, par exemple, qui a fait une dissection aortique. Il y a quelques contre-indications. Mais un effet à long terme, non. À respecter tout simplement 2 prises par jour maximum avec 2 heures d'intervalle. Mais merci pour la précision sur ce sujet-là. Il nous reste environ 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter par rapport au céphalée, le jeûne? Certainement, nous n'avons pas pu répondre, de prendre cette problématique de façon globale, approfondie, mais certainement, je crois et j'en suis certain que Migraine Québec, si quelqu'un a des questions, les neurologues de Migraine Québec sont aussi capables de répondre. Hein. 3, préparez-vous avant le ramadan. Tout ce qu'on fait dans la vie en préparation, on arrive. Tout ce qu'on fait brutalement, ça pose un problème. Et pareil, vous avez dit tout à l'heure, après le ramadan, parfois un mal de tête qui se déclenche après le ramadan, car aussi les habitudes changent directement. Directement. Et voilà, je crois que j'étais clair, mais bon, voilà. Hein. Tout à fait, mais merci, oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre générosité d'avoir couvert ce sujet-là. Merci aux participants. Pour les participants qui sont là en direct, là, vous allez recevoir tout de suite par courriel là, le PDF. Un PDF qui résume un petit peu les grandes lignes, finalement, les éléments clés là, concernant le jeûne, le ramadan, l'alimentation, la migraine. Donc, ça va vous permettre d'avoir un visuel là, par rapport à tout ça. Mais merci beaucoup, Dr. OK. Moana. Ben, merci Mélissa, merci à Migraine Québec de m'avoir invité et merci aux spectateurs et bon courage dans la migraine, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup.